Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Clément Yao, journaliste, directeur du magazine L'Afrique aujourd'hui. Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. On parlait donc des élections en République démocratique du Congo, scrutin programmé le 23 décembre et toujours autour de cette problématique de la crédibilité, de la transparence de ce scrutin. Clément Yao. Oui, effectivement, moi je pense que je vais aller au-delà de la question de la transparence. Comme l'a souligné tout à l'heure les deux confrères, effectivement, cette élection elle pose de multiples problèmes. On disait tout à l'heure que c'est le pouvoir qui prend en otage le peuple ou l'opposition. Enfin, moi, dans tous les cas, ce sont les deux. Que ce soit le pouvoir ou l'opposition, à un moment donné, chacun a péché. On a vu un peu ce qui s'est passé en RDC. Mais moi, mon inquiétude, c'est un peu l'élection telle qu'elle va se dérouler le 23 décembre. Est-ce qu'elle aura lieu sur l'étendue du territoire? Parce que déjà, il y a une partie du territoire qui échappe au pouvoir. Alors, comment est-ce que dans ces zones très troublées où les armes circulent vraiment, on pense au Kassai, et comment est-ce que ces élections se déroulent dans cette zone, notamment dans le nord de Kivu? Comment est-ce que ces élections auront lieu? Alors, c'est la grande question. Et là-dessus, le pouvoir n'a pas encore donné d'assurance. Effectivement. Mais M. Yao, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et je suis partiellement aussi d'accord avec M. Baldé. Mais en fait, quand on fait de la politique aussi, on est dans la réalité. Et il y a un enjeu qui est un enjeu de pouvoir. Si vous donnez à tous les pays d'Afrique la possibilité, ce qui est vrai et très responsable, du moment où vous ne pouvez pas organiser une élection dans l'étendue d'un territoire, dire que nous ne pouvons pas donner la parole au peuple. Et c'est des prérogatives étatiques. Et je suis désolé de vous le dire, ça a été documenté. Ça a failli être l'outil utilisé au Mali au moment de Amadou Toumani Touré pour ne pas organiser des élections. Donc, il suffit d'une chose. Comme disait Abdoulaye Wade en Afrique, quand vous avez l'armée et l'opposition et tout, vous ne perdez pas de pouvoir. Quand il donnait ses conseils, ses sages conseils au Togo. Et après, aux deuxièmes élections, il suffit que moi, je crée avec mes services secrets dans mon pays des conditions de non-élection pour que je vois, parce que moi qui suis au pouvoir, on va me laisser au pouvoir. Et ce fut aussi le problème en Côte d'Ivoire. Je veux dire, ça c'est documenté dans notre continent. Non, en fait, malheureusement. Non, mais ce que vous dites, c'est vrai. Mais je veux dire, à un moment, il faut bien que le jeu démocratique se joue et qu'on ne laisse pas aux gens au pouvoir ayant tous les moyens étatiques d'empêcher une élection de dire, moi, je n'en organise pas parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là. Et ne pas organiser une sécurité pour les gens qui sont garants d'une sécurité devient facile. Donc, il faut que, et là, c'est le peuple congolais que j'interpelle, mais sans l'acculer, partout où on a pris un pouvoir, dans un groupe ou dans un parti politique, pour le donner à un autre, le peuple était vent debout, a été aux premières heures dans tous les bureaux de vote et tout. Mais comme l'a dit M. Diallo, ce que j'entends très bien, c'est malheureusement le Congo n'est pas les autres pays, on n'a pas la même stabilité, c'est un pays effectivement en quasi-guerre et c'est une poudrière et les conséquences, je l'entends très bien et je vous le retrouve, sont énormes. Mais il faut bien qu'on y arrive, qu'on joue le jeu de la démocratie, que la communauté internationale, que nous disons qu'est-ce qu'on n'a pas eu dans l'Afrique australe. Tous les observateurs viennent nous dire c'était excellent cette élection. Il y en avait une Sénégalaise qui était Premier ministre. Et 2 jours après, patatrac, c'est le Conseil constitutionnel de ce pays qui dit que non, l'élection n'était pas transparente. Alors, donc le Kenya, le Kenya, c'est ce que je dis. Il y a quelques mois. Thierno Hamidou Baldé. Alors moi, simplement que ce que je voudrais attirer comme attention aussi, c'est sur le contentieux électoral qui va se poser. Je me pose vraiment la question, comment est-ce que le recours devant le Conseil constitutionnel va se passer lorsqu'on a cette machine-là qui est utilisée, peut-être d'habitude en utilisant les simples bulletins de vote, les PV par bureau de vote, on pouvait contester le processus électoral. Mais avec cette machine-là, est-ce que même le Conseil constitutionnel est préparé pour étudier les différents recours sur cette machine? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Au-delà de l'opportunité d'utilisation de cette machine déjà qui est contestée, la dernière chose que je vais souligner, c'est notamment la division de l'opposition. Et cette division, il faut toujours voir la main du pouvoir. En effet, lorsqu'on part à des élections en Afrique, généralement le pouvoir a des partis politiques qui sont infiltrés dans l'opposition, qui au départ notamment contestent le processus électoral et à la veille des élections
lorsque tout le monde dit que le processus est vicié, on ne veut pas aller, il y a le parti qui est mandaté et qui dit tout de suite, mais si vous ne partez pas, nous on part, parce que coûte que coûte, on va partir, on ne va pas le laisser. Mais bon, on verra peut-être qu'après les élections, malgré que le processus est contesté, des partis politiques d'opposition vont intégrer directement le gouvernement. Bon, pour l'instant, pas de procès d'intention. Mais concédons, Zahra, que ce n'est pas à l'UDPS qu'on va faire le soupçon d'être un parti qui travaille pour le pouvoir. Le parti d'Etienne Tshisekedi, comme vous l'avez dit, qui est truffé de gens qui, parce que c'est une chose de personnalité, de personnifier un parti comme l'UDPS autour de la personnalité historique d'Etienne Tshisekedi, mais il a réussi ce qu'il a réussi parce qu'il a eu des compagnons, parce que ce sont des groupes, parce que des gens autant que lui depuis plus de 20 ans mènent ce combat-là. Même si aujourd'hui il n'est pas là, moi je me refuse de penser que l'UDPS jouerait le jeu du parti au pouvoir. Par contre, je pense que des gens, comme vous l'avez si bien dit, qui ont perdu 4-5 élections, qui ont une certaine connaissance du terrain et de la politique, se sont rendus compte aujourd'hui, d'un, la politique de la chaise vide n'est pas la meilleure pour l'opposition, et de deux, qui ont, je dirais pas, parce qu'ils ont aussi participé au pouvoir, qui ont une certaine responsabilité de la chose politique. Pour finir, ce que vous avez dit est très juste sur la machine. Et c'est ce que la fondation Westminster Foundation of Democracy dit. 15 points en disant, par exemple, il faut limiter pour chaque machine la possibilité de dépouiller au maximum 660 votes. Je trouve ça excellent. Sinon, un Congolais, ça te dit, sur ma machine, ça a voté 10 000 et c'est allé là. Et effectivement, il y a un travail à faire et autour de ça. Ils ont demandé de désactiver toutes les puces Wi-Fi et les connexions de communication. Mais effectivement, parce que ceux qui sont dans le système d'information savent, et on a vu avec les Russes qui s'infiltrent et qui fait que il y a même le cyberhacking pour des pays qui peuvent travailler pour la déstabilisation du Congo. C'est vrai qu'il y a énormément de sujets. En interne, oui, nous sommes d'accord. Il y a énormément de choses et moi, ce que je respecte, surtout dans votre propos, c'est cette alerte qu'on lève sur comment vider les contentieux électoraux, d'où sortent tous les conflits en Afrique qui nous ont valu des guerres civiles. Je pense que c'est une réflexion très sérieuse à avoir avec la communauté internationale, avec les acteurs congolais. On ne s'y trompe pas s'ils font des marches. C'est pour commencer à mettre en place des rapports de force. Qui dit politique dit rapport de force. Nous verrons ce que ça donnera. Moi, je souhaite au 23 décembre de voir une élection au Congo, une élection la moins contestée possible et qu'on performe ce processus qui n'est pas... qui n'est pas parfait. Difficile. Bon, oui, moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on regarde un peu le film là, qui est en train de se dérouler en RDC, on voit un peu les scénarios. Les acteurs sont connus, on sait comment le film va se terminer. Déjà que l'élection n'a même pas lieu, l'opposition conteste pratiquement tout le processus. Ça veut dire quoi? In fine, moi, je ne connais pas un pays d'Afrique où on conteste. Non, il y a un problème déjà dans le processus en lui-même. Le processus lui-même est contesté. C'est-à-dire qu'à la fin, on va arriver forcément à un cri post-électoral. C'est inévitable. Là-dessus, c'est que le pouvoir ne va pas non plus céder. Ça, c'est sûr. Donc, moi, je pense que, comme c'est vrai qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à la communauté internationale, mais je crois qu'elle aussi, elle a un rôle à jouer. Je pense que, bon, c'est vrai, elle a beaucoup reculé, elle n'a pas beaucoup, disons, regardé, elle a été très regardante sur la question de la RDC. Et pense qu'aujourd'hui... J'ai quand même l'impression que vous, en tout cas, vous mettez beaucoup la responsabilité de ce qui se passe en République démocratique du Congo et sur l'opposition et la communauté internationale. Mais vous oubliez également la responsabilité du pouvoir en place. Est-ce qu'elle n'est pas aussi à pointer du doigt? Je dis que j'ai toujours du mal lorsqu'on accuse l'opposition, qui est souvent, notamment en minorité, ou bien qui est brimée dans ses droits, dans ses revendications, par rapport à un pouvoir congolais qu'on connaît, presque dictatorial. Je pense vous avez raison là-dessus. Non, mais je suis d'accord. Une historique qui est là, qui fait que, véritablement, on ne part pas vers des élections libres et transparentes au niveau du Congo. Et il ne faut pas accuser l'opposition. Je pense qu'il faut qu'en tant que démocrate, lorsqu'on dit que la participation aux élections, c'est de la démocratie, mais la démocratie, d'abord, c'est le respect du voix du peuple. Et si un processus ne permet pas de respecter la voix ou l'expression quand même du peuple,
Ben, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie simplement pour aller maquiller des élections où on parle des élections peut-être après. Clément Yao, Oui. pardonnez-moi, Bon, je oui. vous ai interrompu. Je vous redonne la parole. Oui. Bon, en fait, je vous l'ai dit que dans tous les cas de figure, comme on l'a vu, que ce soit en RDC, en Côte d'Ivoire, partout, au Cameroun, on a bien vu que de toute façon, l'opposition ne croit même pas tout le processus électoral. Quand on parle de commissions électorales indépendantes qui ont remplacé plus ou moins à l'époque, c'était l'administration qui organisait, c'est l'intérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière, reprendre un peu ces élections pour qu'elles soient organisées finalement par l'administration. Parce que ça ne sert à rien de créer des CENI ou CEI, je ne sais pas quoi, personne n'y croit. Ça ne sert à rien. C'est le cas partout. Donc, je pense que ce que vous avez souligné un point tout à l'heure concernant l'opposition, de toute façon, dans toutes les grandes démocraties du monde, il y a toujours des partis qui roulent pour le pouvoir. Ça fait partie de la ruse politique, ça existe partout. On ne peut pas accuser un opposant de rouler pour le pouvoir en faisant semblant d'être à l'opposition. Au dernier moment, il s'est roulé pour le pouvoir. Ça fait partie des services dont je parle. Mais pour revenir sur le cas de la RDC, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale devra faire l'effort qu'il y ait le maximum d'observateurs. Le jour mais du 23... le régime refuse les observateurs internationaux en République démocratique du Congo. Alors, vous déplorez le fait que la communauté internationale ne s'implique pas davantage dans le processus, mais pardonnez-moi, ce sont quand même les États-Unis qui sont parvenus à arracher cette date du 23 décembre au régime. Et le retrait de la candidature de Joseph Kabila. On n'a pas oublié comment les États-Unis, précisément, ont pesé de tout leur poids pour lui dire c'est impossible. Il faut respecter un minimum les limites. Oui, c'est pas suffisant. Nous sommes d'accord. Mais après, moi je vais le dire clairement comme je le pense. En Afrique, quand on nous laisse entre nous-mêmes, on dit la communauté internationale n'est pas là. Quand ils foutent leur nez dedans, on dit on n'est pas indépendant. Ils ne nous laissent pas faire nos élections. Des observateurs dans pas mal de pays, je reprends le mien pour ne pas être chauvin, au Sénégal, ils arrivent, mais on n'a pas besoin d'eux dans notre processus électoral. Oui, parce que peut-être au Sénégal, il y a l'avancée au niveau du processus électoral. Oui, et cette avancée-là, c'est ce que je veux dire. Nous l'avons obtenue avec une opposition vaillante. Et là, mais laissez-moi terminer. Une histoire. Oui, mais laissez-moi terminer. Cette histoire, elle a été construite. Et je me désole quand on comprend que j'accuse les oppositions. Moi, j'ai énormément de respect des oppositions et je suis sûr qu'en Afrique, dans chaque pays, toute avancée démocratique obtenue a été obtenue par de grands opposants. Et nous en avons de grands noms dans chaque pays. Donc l'opposition, elle est à respecter, elle est à écouter. Ses droits doivent être énormément respectés. Mais ce que je dis, c'est que s'ils ne sont pas d'accord, quand il y a un état de légalité dans un pays, il faut quand même aller dans la légalité. Sinon, j'ai l'impression de dire, la légalité, c'est quoi? C'est que dans plusieurs pays, il y a un président pour lequel la candidature, nous avons la ferme conviction avec des constitutionnalistes qu'elle n'est pas constitutionnellement acceptable. Ce soit avec Aziz en Mauritanie ou ailleurs. Mais à un moment, nous avons un organe qui s'appelle le Conseil constitutionnel, sur lequel on peut tout dire, mais qui, en dernier lieu, a le droit et dit. S'il dit aussi quelque chose qui n'est pas dans votre conviction, mais que les institutions parlent, comme au Sénégal, nous avons fait un troisième mandat d'Abdoulaye Wade qui était évidemment pas acceptable. Mais quand nous l'avons accepté, les opposants ont dit « Ok, nous avons fait... » Parce que la politique, c'est des batailles. Nous avons fait la bataille internationale, la bataille juridique, la bataille constitutionnelle de dire qu'il ne peut pas être candidat. Maintenant qu'il est candidat, et nous pensons que nous avons le peuple avec nous, parce que tout ce processus sert à ça, nous allons aux élections. Nous sommes allés aux élections, on l'a mis au deuxième tour, et on l'a enlevé du pouvoir. Il y a quand même... On ne peut pas être dans l'injonction et dans le dictat de notre propre conviction parce que nous sommes opposition. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal, c'est le Sénégal, la RDC, c'est la RDC, et ils reviennent de loin, notamment pour obtenir juste le droit d'organiser des élections, juste le droit de voter. Thierno Hamidou Baldé. Bon, de façon simple, et encore, moi, ce que je vais inviter la communauté internationale, c'est d'aller au-delà simplement de la demande d'observation qui est rejetée. Il faudra condamner le régime ou condamner le processus électoral avant les élections pour dire que vous nous interdisez de venir observer les élections. Il n'y a pas véritablement de recours pour l'opposition au niveau du Congo. Du coup, on n'est pas... Mais ça a déjà été fait, Thierno Hamidou Baldé. En fait, il faut on voit que quand même petit à petit, la marge de manœuvre se réduit et pour la communauté internationale et pour l'opposition congolaise.
Bon, je pense que la faute n'est pas complètement à l'opposition congolaise. Et l'Union africaine dans tout ça? L'Union africaine dirigée par qui? C'est une union de chefs d'État, de dictateurs. Ce n'est pas cette union qui voilà, va dire ça. Attention. Bon, prenez la majorité des composants. Vous venez de théoriser le droit d'ingérence, au fait. Non, ce n'est pas... Mais les pays ont notamment des rapports ou des traités internationaux auxquels ils sont soumis. Et la charte des droits de l'homme, elle est universelle. Et lorsqu'un État ne respecte pas la démocratie, l'expression de la volonté du peuple, il faut condamner cet État. Et il faut peut-être couper les relations internationales avec cet État. Sinon, on est en train de soutenir des dictateurs. Oui, mais vous savez, dans beaucoup de cas, on a appliqué juste pour finir ça, on a appliqué cette approche et on s'est rendu compte, au fait, heureusement on a l'histoire pour ça, qu'à chaque fois qu'on a fait ça, ce n'est pas l'élite au pouvoir qui en a pâti, c'est plutôt le peuple. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale est en train de voir, parce que même dans les blocus et autres qu'on fait vivre à l'Iran ou à d'autres pays, on s'est rendu compte que ce n'est pas les gens qui sont à la crème et ces dictateurs-là, comme vous les appelez, qui sont les premiers impactés. Les premiers impactés, c'est ce peuple qui est entre le marteau. Je pense que si on prend des relations type nucléaire par rapport au processus électoral, c'est complètement différent. Je pense que c'est complètement différent. Il faut qu'on reste en Afrique par rapport à un processus électoral qui n'aboutit jamais à des élections libres et transparentes. Clément Yao. Oui, moi je vais revenir encore sur la réunion qui s'était en Afrique du Sud d'ailleurs. Oui. Où ils sont réunis. On voudrait bien savoir ce qui va en sortir parce que dans tous les cas de figure, c'est vrai que encore cette position fait appel à l'Afrique du Sud, à la communauté internationale venue donc voir ce qui va se passer le 23 décembre. En même temps aussi, c'est à cette opposition de pouvoir s'entendre. Pour le moment, elle est d'accord sur le rejet de la machine à voter, c'est déjà trop tard. Sur le fichier électoral qu'il faut revoir, bon, j'ai comme l'impression que c'est déjà aussi trop tard. Mais au moins, si elle peut s'accorder sur une candidature unique, ce serait la meilleure. Mais il y a certains ingrédients qui sont très dérangeants quand même là-dedans. Oui. Il faut dire que Jean-Pierre Mbemba, ancien vice-président, a été invalidé. Il faut dire que Moïse Katumbi a été invalidé et que Adolphe Muzito a été invalidé et qui sont autour de l'UDPS avec Félix Tshisekedi. Donc il y a quand même... le pouvoir aussi n'est pas à l'origine de tous les malheurs de nos oppositions. Comme vous venez de le dire, qu'ils puissent être capables de se retrouver, d'oublier leurs égos et de ne pas prêcher pour la chapelle d'un l'un ou de l'autre dans toutes les oppositions en Afrique. On a vu le 2, le 3e dit je me mettrai jamais derrière l'autre. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les égos sont passés au-delà de l'intérêt général. Je pense qu'on ne va pas condamner des partis politiques, notamment d'aller demander l'expression du peuple. Je pense que tous les partis politiques peuvent aller aux élections. La seule chose qu'on doit notamment imposer aux États, c'est que c'est le respect de l'expression du peuple. Et là, chacun aura son pourcentage. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est la fraude électorale. C'est ce qui a comme conséquence, ce n'est pas simplement que les gens n'aient pas une candidature unique, mais ça a plus d'importance. Non, là-dessus, nous sommes d'accord. Oui, c'est juste le vœu souvent d'une candidature unifiée de l'opposition qui n'est pas une garantie, notamment. Non, c'est qui n'est pas une garantie, mais attention, il y a quand même une théorie, une conséquence assez factuelle là-dessus. Parce que du moment où vous avez 10 personnes pour couvrir le territoire parce que vous n'avez pas tous les moyens et on va dans ce qu'on appelle la mise en place de nos moyens, la mutualisation des moyens, le mot que je cherchais, ça quand même, ça rend aussi fort une opposition, il faut le dire. L'expérience a montré en Afrique que ce n'est pas souvent... nous ne sommes pas sur la même Afrique alors. Merci si on est sur la même Afrique, vous pouvez prendre un exemple où l'opposition est partie avec une candidature unique et a gagné. Donnez-moi un exemple. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On s'interrompt quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.